Ma mère a vidé mon compte bancaire pour ma sœur. Je n'ai rien dit. Mais au lieu de m'effondrer, j'ai commencé à préparer la vengeance qui allait détruire leur vie. Vous pensez peut-être que je suis cruelle, mais attendez de connaître toute l'histoire. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Il ne s'est jamais agi que d'argent. C'était une question de survie, une déclaration d'indépendance que j'aurais dû faire des années plus tôt. La première chose que j'ai entendue ce matin-là, ce mardi matin fatidique, n'était pas le chant des oiseaux depuis ma fenêtre donnant sur les toits de Toulouse. Ce n'était pas non plus la douce mélodie de mon réveil que j'avais réglée pour me tirer en douceur de mes rêves. Non. C'était le son strident, impersonnel et brutal de mon téléphone posé sur la table de chevet. Une vibration courte et sèche. Puis une autre. Et, une seconde plus tard, une troisième. C'étaient des sons que je connaissais trop bien, mais que je ne m'attendais pas à entendre à 6 heures du matin. Des notifications bancaires. Mon cœur n'a pas accéléré dans une panique frénétique. C'est étrange, la réaction du corps face à un choc absolu. Il ne s'est pas emballé, il a semblé s'arrêter. Il est devenu froid, une pierre lourde et glacée dans ma poitrine, aspirant toute la chaleur de mes membres. Je me suis redressée dans mon lit, les draps frais glissant sur ma peau. Mon petit appartement du quartier des Carmes, mon sanctuaire, était baigné dans la lumière naissante. Le soleil matinal commençait à peine à filtrer à travers les persiennes, dessinant de longues rayures de lumière pâle et dorée sur le parquet ancien, comme les barreaux d'une cage. Je n'avais pas besoin de regarder mon téléphone, une partie de moi le savait déjà. Une certitude horrible s'était déjà installée dans mes entrailles. Mais mes mains ont bougé d'elles-mêmes, comme celles d'une somnambule. J'ai attrapé l'appareil, mes doigts froids et tremblants glissant sur l'écran lisse. 3 notifications de ma banque, alignées comme des soldats exécutant une sentence. Alerte, virement de 20 000 € effectué depuis votre livret A. Alerte, le plafond de votre carte de crédit se terminant par 4 822 a été atteint. Alerte, la transaction sur votre carte se terminant par 7 109 a été refusée. Avant que je vous raconte la suite dévastatrice de cette journée et comment j'ai décidé de riposter, j'aimerais prendre une seconde pour me connecter avec vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce genre d'histoire vous interpelle. Et surtout, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez en ce moment, et quelle heure il est chez vous. C'est fascinant et réconfortant de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager et nous relier. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. 20 000 €. Tout ce que j'avais économisé, centime par centime, depuis 3 ans. L'acompte pour ce petit appartement avec un balcon que j'avais repéré près du jardin des plantes. Mon fonds d'urgence. Mon avenir. Tout avait disparu. J'ai ouvert l'application bancaire, mon pouce planant au-dessus de l'icône. L'écran de chargement semblait se moquer de moi, tournant à l'infini. Puis les chiffres sont apparus, cruels et définitifs. Compte courant, 87,15 €. Livret A, 0 €. 0. Un trou noir là où se trouvait ma sécurité. Mes mains étaient étonnamment stables lorsque j'ai cherché le contact de ma mère dans mon répertoire. Josiane. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'elle ne réponde. Sa voix était calme, pâteuse, presque ensommeillée, comme si elle ne venait pas de commettre un acte de destruction massive sur la vie de sa propre fille. « Bonjour, ma chérie », a-t-elle dit, sa voix pleine d'une fausse chaleur. Je n'ai pas répondu à son bonjour. Les conventions sociales semblaient absurdes. L'argent a disparu, maman. Il n'y a eu aucune pause. Aucune once de surprise feinte. Juste une affirmation, simple et glaçante. Lison en avait besoin, Aliénor. J'ai fermé les yeux, la lumière du soleil devenant soudainement agressive contre mes paupières. Tu l'as pris. Tu as tout pris. Tu devenais égoïste, a-t-elle rétorqué, et sa voix était si factuelle, si dénuée de culpabilité que c'était comme une gifle en plein visage. Lison avait de graves problèmes. Elle était désespérée. La famille doit s'entraider, tu le sais bien. La famille doit s'entraider. Ces mots, je les avais entendus toute ma vie. Ils avaient toujours signifié la même chose, Aliénor doit t'aider. Aliénor doit payer. Aliénor doit se sacrifier. Comment es-tu entrée, ai-je demandé,
ma voix n'étant plus qu'un murmure rauque. J'ai le double des clés, tu te souviens? Pour les urgences, ma chérie. C'était donc ça, son idée d'une urgence. Les mauvaises décisions de ma sœur, sa vie chaotique, étaient une urgence. Ma ruine financière n'était qu'une solution. Je n'étais pas sa fille. J'étais une ressource. Un compte en banque. Un outil à utiliser et à jeter. Une étrange lucidité, froide et tranchante comme du verre brisé, s'est installée en moi. Ce n'était pas une dispute émotionnelle. C'était un vol. Un crime. En raccrochant, une pensée terrible m'a frappée. Ce n'était pas la première fois qu'elle me prenait quelque chose. C'était juste la plus grosse somme. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, mon rôle principal dans la dynamique de notre famille était celui du filet de sécurité. J'étais la responsable, celle qui planifiait, celle qui économisait. Ma sœur aînée, Lison, de 2 ans mon aînée, était la rêveuse, l'artiste, l'âme sensible. C'est comme ça que notre mère, Josiane, l'a toujours décrite. Lison est une grande sensible, elle ressent les choses si fort, disait-elle avec un sourire attendri, comme si ce trait de caractère était une excuse universelle pour un flot ininterrompu de décisions irréfléchies. Cette sensibilité excusait le fait que Lison ait abandonné sa prestigieuse école d'art à Paris après seulement 2 semestres, laissant derrière elle une ardoise de frais de scolarité non remboursables. Comme mes parents étaient cosignataires du prêt, et qu'ils n'avaient pas les moyens, c'est moi, Aliénor, à peine 18 ans, qui ai dû utiliser l'intégralité de mes économies gagnées en travaillant l'été au marché Victor Hugo pour éponger une partie de la dette et éviter les ennuis à mes parents. Ma mère m'avait alors dit, « C'est bien, ma chérie. Tu montres à ta sœur ce que signifie être responsable. » Elle ne voyait pas le sacrifice, seulement la leçon que je pouvais donner. Cette sensibilité excusait aussi le fait qu'elle ait emménagé dans un appartement hors de prix dans le quartier huppé de Saint-Georges à Toulouse, un quartier qu'elle ne pouvait manifestement pas se permettre avec son travail à temps partiel dans une boutique. Et bien sûr, c'est moi qui ai reçu un appel paniqué 1 mois plus tard pour couvrir son loyer afin d'éviter l'expulsion. Maman avait qualifié cela d'« investissement dans son bien-être ». Ma mère ne voyait jamais les actions de Lison comme des échecs. Elle les appelait des « expériences de vie ». Quand Lison a vidé 3 cartes de crédit pour s'acheter une garde-robe de créateur pour un emploi qu'elle n'avait même pas encore obtenu, ma mère a soupiré avec indulgence. Elle a besoin de se sentir en confiance, Aliénor. Tu dois croire en elle, lui donner les moyens de réussir. Croire en elle semblait toujours avoir un prix. Et j'étais toujours celle qui devait le payer. L'incident qui a probablement cimenté nos rôles respectifs pour toujours remonte à mon adolescence. J'avais 16 ans. Pendant une année entière, j'avais économisé chaque centime, en faisant du babysitting les week-ends et en donnant des cours de soutien en maths après l'école. Mon but, m'acheter mon premier vrai appareil photo réflexe. C'était plus qu'un objet, c'était ma passion, une porte d'entrée vers un monde de créativité que je chérissais. Le jour où je l'ai acheté, je flottais. C'était mon trésor, le fruit de mon labeur. Une semaine plus tard, Lison l'a emprunté, sans me le demander pour aller à une fête sur une péniche le long du canal du Midi. Elle l'a fait tomber accidentellement dans l'eau. L'appareil était irrécupérable. Quand je l'ai appris, je me suis effondrée. Ma colère et mon chagrin étaient immenses. La réaction de ma mère reste gravée dans ma mémoire. Elle a pris Lison, qui pleurait à chaudes larmes, plus par peur de la confrontation que par remords, dans ses bras. Puis elle s'est tournée vers moi, le visage dur. Ce n'est qu'un objet, Aliénor. Regarde dans quel état tu mets ta sœur. Elle est dévastée. Tu devrais avoir honte de ta réaction matérialiste. Je n'ai jamais été remboursée. Je n'ai jamais reçu de vraies excuses. J'ai appris ce jour-là que mes efforts, mes passions, mes sentiments, tout cela était secondaire face aux caprices et à la fragilité supposée de Lison. Le ressentiment qui est né ce jour-là était un poison lent, qui a infusé dans mes veines pendant des années. J'étais le coussin financier de la famille, la source de financement silencieuse et fiable. À chaque fois, le scénario se répétait, une pièce de théâtre macabre dont j'étais l'actrice principale involontaire. Lison créait un drame, maman justifiait, et je payais. Puis venait l'appel de ma mère, non pas pour me remercier,
mais pour me féliciter d'avoir rempli mon devoir de sœur. Mais quelque chose avait commencé à changer en moi. La fatigue. La lassitude de ce rôle ingrat. Mon compte épargne n'était pas qu'un chiffre, c'était la promesse d'une évasion. La promesse d'une vie qui m'appartiendrait enfin. Pendant des années, j'ai accepté ce rôle. Mais il y a 2 semaines, Lison a passé un coup de fil qui allait faire voler en éclats ce fragile équilibre, et me forcer à prononcer le mot que je n'avais jamais osé dire. C'était un mardi soir, 2 semaines avant le grand vol. J'étais affalée sur mon canapé après une journée de travail de 10 heures, essayant de décompresser devant une série insipide. Mon téléphone a sonné. C'était Lison. J'ai hésité une seconde avant de répondre, une petite boule d'appréhension se formant dans mon estomac. Les appels de Lison en soirée n'annonçaient jamais rien de bon. Les sanglots ont commencé avant même qu'elle ne dise bonjour, un son que je connaissais par cœur. Aliénor, j'ai tout gâché, a-t-elle pleuré, sa voix étranglée par les larmes. J'ai tellement tout gâché, je ne sais plus quoi faire. Je me suis redressée, mon corps se tendant instinctivement. Je connaissais ce ton. Ce n'était pas un petit problème de loyer en retard. C'était un désastre de catégorie 5. Qu'est-ce que c'est, Lison ? Je dois de l'argent, a-t-elle murmuré entre 2 hoquets. Beaucoup d'argent. Combien ? C'est beaucoup, ai-je demandé, ma voix déjà plate, dénuée d'émotion. Je me protégeais déjà. Elle a hésité, laissant le silence s'étirer pour maximiser l'effet dramatique. Puis le chiffre est sorti dans un souffle, comme un secret honteux. 15 000 euros. 15 000 euros. Le chiffre a flotté dans l'air de mon petit salon. 15 000 euros. L'air a quitté mes poumons. C'était une somme colossale, presque l'intégralité de mon apport personnel pour un prêt immobilier. Comment, ai-je demandé, ma voix un fil. Comment as-tu pu t'endetter de 15 000 euros ? Son explication était un enchevêtrement chaotique et prévisible de mauvaises décisions. Un projet d'investissement en ligne, une de ces arnaques à la crypto-monnaie qui promettent des rendements miracles, dans laquelle un ami très convaincant l'avait entraînée. Quand elle a perdu sa mise initiale, elle a paniqué. Au lieu de s'arrêter, elle a contracté un prêt personnel auprès d'une de ces sociétés en ligne au taux d'intérêt criminel, pensant pouvoir se refaire. C'était un cas d'école de ses pires impulsions. J'ai si peur, a-t-elle pleuré, sa voix redevenant celle d'une petite fille perdue. Bastien va me quitter s'il l'apprend, il est si prudent avec l'argent. Maman n'a pas les moyens. Tu es la seule qui puisse m'aider. S'il te plaît, Aliénor. Je ferai n'importe quoi. Je te rembourserai, chaque centime. Je te le jure sur ce que j'ai de plus cher. Elle l'avait déjà juré. Surtout un tas de choses chères. Elle ne l'avait jamais fait. Je l'ai écoutée pleurer. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti une once de pitié. J'ai ressenti une fatigue. Une profonde fatigue jusqu'à l'os. J'ai imaginé mon compte épargne, ce chiffre que je regardais grandir avec une fierté tranquille. J'ai vu l'appartement dont je rêvais, la vie que j'essayais de bâtir pour moi-même, s'éloigner, s'effacer. Et j'ai ressenti une vague de colère. Non, ai-je dit. Le mot était petit, presque un murmure. Mais il a retenti comme un coup de fusil dans le silence de mon appartement. Lison a cessé de pleurer instantanément. Le changement a été brutal. Quoi ? Je ne peux pas, Lison. Je ne le ferai pas cette fois. Je suis désolée, mais tu es seule sur ce coup. Sa voix a changé du tout au tout. La vulnérabilité a disparu, remplacée par une colère vive et tranchante. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Tu as l'argent, Aliénor. Je le sais. Tu restes assise sur ton tas d'or pendant que je me noie. C'est facile pour toi de juger. C'est mon argent, Lison, ai-je dit, ma propre voix se raffermissant. L'argent pour lequel je travaille 60 heures par semaine. Tu dois apprendre à affronter les conséquences de tes actes. 1 heure plus tard, comme prévu, ma mère a appelé. Sa voix n'était pas chaleureuse. C'était de la glace pure. Je n'arrive pas à croire ce que tu as fait, a-t-elle commencé, sans même un bonjour. Comment peux-tu être si cruelle ? C'est ta sœur. C'est ta famille. Je ne suis pas cruelle, maman.
Je pose une limite saine. Une limite, a-t-elle ricané, le mot sonnant comme une insulte dans sa bouche. Tu es égoïste. Tu as toujours été la plus froide de nous deux. Puis elle a prononcé la phrase qui a tout scellé, une menace à peine voilée. Tu as déçu toute cette famille, Aliénor. Et les gens qui déçoivent leur famille finissent toujours par le regretter. Le soir même, les messages ont commencé. Ma tante Geneviève, coucou ma chérie, ta mère m'a dit que tu étais un peu stressée en ce moment. J'espère que tu ne feras rien d'irréfléchi. Un cousin, salut Aliénor, on pense bien à vous. Lison est une fille bien, elle ne mérite pas d'être abandonnée. La campagne de manipulation avait commencé. Si vous étiez à ma place, à ce moment précis, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous cédé à la pression, à la culpabilisation de toute une famille? Dites-le moi dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir comment vous auriez géré cette situation. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. J'avais l'impression d'avoir gagné une bataille, mais je ne savais pas que dans l'ombre, ma mère préparait déjà la guerre. Une guerre qu'elle mènerait dans mon propre appartement, pendant que je dormais. Le matin après la découverte du vol, après le choc et l'appel glacial avec ma mère, je ne suis pas restée au lit à me morfondre. La tristesse était là, bien sûr, une douleur sourde et profonde dans ma poitrine. Mais elle était recouverte par une couche de détermination froide comme de l'acier. Une clarté étrange s'était emparée de mon esprit. Je ne leur ai pas téléphoné pour crier ou supplier. Chaque fibre de mon être savait que ce serait inutile. Au lieu de cela, j'ai pris une douche, je me suis habillée, et j'ai appelé la seule personne qui pouvait comprendre la situation sans y ajouter une couche de drame familial, ma meilleure amie, Maëlle. Nous nous connaissions depuis notre première année de droit à l'université. Alors que j'avais bifurqué vers la gestion de projet, elle avait persévéré et était maintenant une assistante juridique redoutable dans un grand cabinet d'avocats du centre-ville. Maëlle était faite de logique et de pragmatisme. Elle a fait quoi? Sa voix au téléphone était tranchante, coupant à travers le brouillard de stupeur qui m'enveloppait. Je lui ai tout raconté, en gardant ma voix aussi neutre que possible, exposant les faits les uns après les autres. L'argent manquant, l'appel téléphonique, le double des clés. D'accord, a dit Maëlle après un long silence. Sa voix était calme, mais je pouvais sentir la fureur qui bouillait sous la surface. Retrouve-moi au café des Beaux-Arts sur la place du Capitole dans 1 heure. N'appelle personne. Ne réponds à personne. Ne poste rien en ligne. Et surtout, ne pleure pas encore. Pour l'instant, nous ne réagissons pas. Nous documentons. Ces mots sont devenus mon mantra. Ne pas réagir. Documenter. 1 heure plus tard, j'étais assise en face d'elle dans le brouhaha matinal du café. L'odeur des croissants chauds et du café fraîchement moulu semblait appartenir à un autre monde, un monde normal. Maëlle a sorti un bloc-notes jaune et un stylo. On commence par le début. Faisons une chronologie précise. Nous avons méthodiquement listé chaque événement, l'appel de Lison, mon refus, l'appel de ma mère, les messages des autres membres de la famille, et enfin, les heures exactes des alertes bancaires de ce matin. 6h15, 6h16. 6h17, les virements ont dû être faits bien avant ça, a expliqué Maëlle, son esprit juridique déjà en action. Probablement au milieu de la nuit, quand il pensait que tu ne t'en rendrais compte que bien plus tard. La première chose dont nous avons besoin est une preuve d'entrée. Mon immeuble a des caméras de sécurité, ai-je dit, l'idée se matérialisant enfin. Dans le hall d'entrée et dans les couloirs de chaque étage. Parfait, a acquiescé Maëlle, son visage s'illuminant d'une lueur prédatrice. C'est notre première étape. Nous nous sommes rendus chez le syndic de mon immeuble. J'ai ressenti un nœud d'anxiété et de honte se serrer dans mon estomac. J'allais devoir demander des images de sécurité de ma propre mère agissant comme une criminelle. Pour éviter d'exposer toute l'affaire, j'ai expliqué au régisseur, un homme aimable et un peu curieux, qu'il y avait eu une transaction financière non autorisée très importante sur mon compte pendant la nuit et que ma banque m'avait conseillé de vérifier s'il y avait eu une activité inhabituelle près de ma porte. Il a semblé comprendre et nous a conduites dans son petit bureau rempli d'écrans. Il a rembobiné la vidéo de la caméra de mon étage. Nous regardions le couloir vide et faiblement éclairé en avance rapide. Puis, à minuit 17,
une silhouette est apparue au bout du couloir. C'était ma mère. Pas d'erreur possible. Son manteau beige, son sac à main familier, sa démarche rapide et déterminée. J'ai retenu mon souffle. Elle a marqué une pause devant ma porte, a jeté un regard furtif des deux côtés du couloir vide, puis a sorti une clé de son sac et a ouvert la porte. Elle est restée à l'intérieur pendant près d'une heure. Elle est ressortie à 1h08, refermant doucement la porte derrière elle. Elle ne ressemblait pas à une mère inquiète. Elle ressemblait à une cambrioleuse. Puis-je avoir une copie de cela, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. De retour à mon appartement, nous avons imprimé toutes les preuves. Les relevés de compte montrant le virement de 20 000 € daté à minuit 35, 20 minutes après son entrée. Puis les relevés de carte de crédit, une série de paiements en ligne pour rembourser des prêts à la consommation, tous au nom de Lison, effectués entre minuit 42 et 1h05. Tout était là. Une chronologie parfaite et indéniable. Nous avions un dossier solide. Maëlle pensait que nous devions aller directement à la police. Mais je sentais qu'il me manquait une pièce du puzzle. J'ai donc appelé la seule personne qui avait réussi à échapper à l'emprise de ma mère, mon père. Mes parents, Philippe et Josiane, avaient divorcé il y a plus de 10 ans. La séparation avait été un champ de bataille, et ma mère s'était assurée de remporter la guerre de l'opinion publique au sein de la famille. Pendant des années, elle m'avait dépeint mon père comme un homme instable, égoïste, un homme qui n'avait pas soutenu ses rêves. En grandissant, j'avais fini par comprendre que les rêves de ma mère impliquaient un contrôle financier et émotionnel total, et que mon père n'était pas instable. Il était simplement la première personne à lui avoir dit non. Il avait échappé à la dynamique même dans laquelle Lison et moi étions piégés. Nous n'étions pas incroyablement proches. Ma mère avait tissé une toile de loyauté subtile, me faisant sentir que prendre le parti de mon père serait une trahison. Mais nous nous parlions quelques fois par an, pour les anniversaires et les fêtes. Il écoutait toujours attentivement, posant des questions qui montraient qu'il se souciait de moi, même de loin. J'ai trouvé un coin tranquille de mon appartement et j'ai composé son numéro. Il vivait à Bordeaux, une vie calme et ordonnée, à l'opposé du chaos que je vivais. Aliénor, a-t-il répondu, sa voix pleine d'une surprise chaleureuse. Quel plaisir. Est-ce que tout va bien? Pas vraiment, papa, ai-je dit, et soudain, le barrage que j'avais construit s'est fissuré. Toute l'histoire a jailli, non pas en sanglots, mais en un flot de mots précis et factuels. Les années à renflouer Lison, la dette de 15 000 €, mon refus, la découverte de ce matin, le vol, les cartes de crédit, les images de sécurité de maman dans mon appartement à minuit. Je lui ai tout dit, ma voix basse et stable, comme Maëlle me l'avait appris. Il n'a pas interrompu. Il a juste écouté, le silence à l'autre bout du fil étant un signe de respect et d'attention. Quand j'ai eu fini, il y a eu une longue pause. Ce n'était pas un silence de choc, mais de profonde et lasse résignation. Je suis tellement désolé, Aliénor, a-t-il dit enfin, et sa voix était remplie d'une tristesse qui faisait écho à la mienne. J'ai toujours su qu'un jour elle irait trop loin. Je m'en veux de ne pas t'avoir mieux protégée. J'espérais juste qu'elle ne te le ferait jamais à toi. Je ne sais pas quoi faire, ai-je avoué, la vulnérabilité revenant en force. Maëlle dit que je devrais aller à la police, mais, c'est ma mère. C'est ma sœur. Elle a cessé d'être ta mère à ce moment-là, Aliénor, a-t-il dit doucement mais fermement. Elle est devenue autre chose. Une agresseuse. Et tu as le droit et le devoir de te protéger. Il a fait une pause. Écoute-moi attentivement. Est-ce que tu te souviens de ton grand-père? Mon père, Auguste? Je me souvenais vaguement de Papy Auguste. Il était décédé quand j'étais au lycée. C'était un homme calme et perspicace, un expert comptable qui avait bâti son cabinet à partir de rien. Il était l'incarnation de l'intégrité. Je me souviens qu'il avait une phrase qu'il répétait souvent, comme un mantra, une bonne réputation vaut plus que tout l'or du monde. On l'a construit en décennies, on l'a détruit en minutes. Cette phrase prenait soudain un tout nouveau sens. Un peu, ai-je dit. Pourquoi? Avant de mourir, il a mis en place des fiducies pour tout le monde. Pour toi, pour Lison et pour ta mère, a expliqué mon père. Ton grand-père n'était pas dupe, Aliénor.
Il voyait les gens tels qu'ils étaient. Il aimait ta mère, il l'adorait, mais il voyait ses failles. Il voyait sa façon de couvrir Lison, sa relation tordue avec l'argent. Ça l'inquiétait énormément. Il avait lui-même été trahi en affaires par un membre de sa propre famille des années auparavant, et il était déterminé à ce que cela ne se reproduise pas, une curiosité a piqué mon intérêt. Que veux-tu dire ? Il a fait rédiger par son notaire une clause très spécifique dans son testament, a dit mon père, sa voix baissant légèrement, comme s'il partageait un secret d'État. Il l'a appelée la « clause de protection de l'intégrité familiale ». Elle stipule que si un bénéficiaire est reconnu coupable par un tribunal de fraude, de vol ou d'abus de confiance à l'encontre d'un autre bénéficiaire, ce dernier, la victime, a le droit d'intenter une action en justice au civil pour réclamer l'intégralité de la part d'héritage du coupable. Je me suis littéralement assise par terre, le téléphone pressé contre mon oreille. Quoi ? Il voulait protéger la famille d'elle-même, a poursuivi mon père. L'argent n'est pas une fortune, mais ce n'est pas rien. La part combinée de ta mère et de Lison, après impôts, s'élève à environ 210 000 euros. Mon souffle s'est bloqué. 210 000 euros. Si leur crime est prouvé devant un tribunal pénal, a dit mon père, la voie est libre pour que tu les poursuives au civil et que tu fasses appliquer la clause. Ce n'était pas une vengeance, c'était un héritage. L'héritage d'un homme qui avait tout vu venir. Le lendemain matin, en me dirigeant vers le commissariat, je ne me sentais plus comme une victime. Je me sentais comme l'exécutrice testamentaire de mon grand-père. Le lendemain après-midi, Maëlle et moi sommes entrés dans le commissariat central de Toulouse, situé près du Capitole. L'air à l'intérieur était stérile, sentant légèrement le produit de nettoyage et le vieux papier. C'était un lieu de fait brut et impitoyable, à des années-lumière du chaos émotionnel et désordonné de ma famille. Je serrais l'enveloppe Kraft contenant mes preuves. À chaque pas sur le linoléum poli, je sentais que je m'éloignais de la personne que j'avais été, la fille dévouée, la sœur indulgente. Je franchissais un point de non-retour. Nous avons été conduites à la brigade financière. Une femme d'une 50aine d'années, aux yeux vifs et intelligents et aux cheveux gris coupés courts, nous a accueillis. Inspectrice Durand, a-t-elle dit en nous serrant fermement la main. Sa poignée était confiante et stable, et cela m'a donné une petite mesure de courage. Dans une salle d'interrogatoire sans fenêtre, aux murs beige et impersonnels, j'ai posé l'enveloppe sur la table en métal. Le son a semblé résonner dans le silence. Mon cœur battait à tout rompre. C'était réel. J'étais sur le point de déposer une plainte officielle contre ma propre mère. Alors, a dit l'inspectrice Durand en ouvrant un carnet. Racontez-moi ce qui s'est passé. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai jeté un regard à Maëlle qui m'a fait un léger signe de tête encourageant, et j'ai commencé à parler. J'ai exposé l'histoire pour la 3e fois, mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas pour du réconfort ou des conseils. C'était pour le dossier officiel. Ma voix ne tremblait pas. Le simple fait de raconter les faits, de les organiser, avait créé une coquille protectrice autour de ma blessure. J'ai parlé du schéma de soutien financier, de la dette de Lison, de mon refus, des appels téléphoniques. Quand je suis arrivée au matin du vol, j'ai poussé l'enveloppe vers elle. Voici les preuves. L'inspectrice Durand a ouvert l'enveloppe et a étalé son contenu sur la table. Son expression était illisible. Elle a examiné méthodiquement les relevés bancaires, son doigt traçant la ligne du virement de 20 000 euros. Elle a noté l'heure. Elle a regardé les relevés de carte de crédit. Puis elle a lu les captures d'écran des SMS. Enfin, Maëlle lui a tendu la clé USB. C'est la vidéo de surveillance du couloir. Nous avons toutes regardé le petit écran en silence. L'inspectrice l'a visionné 2 fois. Quand la vidéo s'est terminée pour la 2e fois, elle s'est penchée en arrière sur sa chaise et m'a regardé. Pour la première fois, son masque professionnel s'est légèrement adouci, et j'ai vu une lueur de sympathie. Eh bien, mademoiselle, votre amie a raison. C'est un dossier en béton. Elle a résumé les faits dans le langage clair et direct de la loi. Ce n'est pas un conflit familial. C'est de l'exploitation financière, un abus de confiance aggravé et un vol. Et nous prenons cela très au sérieux. Une vague de soulagement si puissante m'a submergée qu'elle m'a presque donné le vertige. Je n'avais plus peur de ne pas être crue.
La loi était de mon côté. Mais la guerre ne faisait que commencer. 2 jours plus tard, alors que je pensais que la prochaine étape serait une convocation pour ma mère, mon patron m'a convoqué dans son bureau. Il avait l'air, mal à l'aise, presque peiné. « Aliénor, asseyez-vous. J'ai reçu un appel un peu étrange ce matin. C'était votre mère. » Mon sang s'est glacé. Mon estomac s'est noué. Elle était très émotive, a-t-il continué, choisissant ses mots avec soin. Elle a dit qu'elle était très inquiète pour vous, pour votre santé mentale. Elle a laissé entendre que vous n'étiez plus vous-même ces derniers temps, que vous aviez des idées paranoïaques, et que vous teniez des propos incohérents. Elle se demandait si la pression du travail n'était pas trop forte pour vous. La rage m'a submergée, une vague brûlante. Elle ne se contentait pas de me voler. Elle essayait de me faire passer pour folle, de saboter ma carrière, ma crédibilité. Mais j'ai respiré profondément, canalisant cette fureur en un calme glacial. Monsieur, je vous remercie de votre franchise et de m'en parler directement. Pour être tout à fait honnête, je traverse une situation familiale extrêmement grave qui est maintenant entre les mains de la police. Ma mère tente de me discréditer par tous les moyens possibles. C'est une affaire privée et douloureuse, mais je vous assure que cela n'affecte en rien, et n'affectera jamais, la qualité de mon travail et mon intégrité. J'ai ajouté, en le regardant droit dans les yeux, si cela peut vous rassurer sur ma santé mentale, je peux vous fournir une copie de mon dépôt de plainte, bien sûr en masquant les détails les plus personnels, dès demain. Mon patron m'a regardé, visiblement surpris et impressionné par mon calme. Non, non, ce ne sera pas nécessaire, Aliénor. Votre parole me suffit. Je suis sincèrement désolé que vous traversiez cela. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. J'avais réussi à éteindre un incendie, mais je savais qu'elle ne s'arrêterait pas là. C'est alors que mon téléphone a vibré. Un message de Bastien, le fiancé de Lison. Il disait juste, il faut qu'on parle. C'est pire que ce que tu imagines. J'ai donné rendez-vous à Bastien au Jardin des Plantes, un lieu public et neutre, loin du drame de nos appartements respectifs. Le temps était gris et venteux, reflétant parfaitement mon humeur. Quand je l'ai vu assis sur un banc près du Muséum d'histoire naturelle, j'ai à peine reconnu l'homme que je connaissais. Bastien était habituellement souriant, détendu, le genre de personne qui met tout le monde à l'aise. L'homme assis sur ce banc avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en quelques jours. Son sourire facile avait disparu, remplacé par un épuisement profond. Son visage était pâle, cerné, et il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une éternité. « Merci d'être venu », a-t-il dit d'une voix rauque alors que je m'asseyais à côté de lui, laissant une distance de sécurité entre nous. « Est-ce que tout va bien, Bastien ?» ai-je demandé, bien que la réponse soit évidente. Il a secoué la tête, le regard perdu vers les arbres qui commençaient à perdre leurs feuilles. « Non. Rien ne va bien. » Il a pris une inspiration tremblante, comme pour rassembler ses forces. « La police est venue à l'appartement il y a 2 jours. Il voulait parler à Lison et à ta mère. » C'était donc ça. La machine était en marche. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était un cauchemar, Aliénor, a-t-il dit en se tournant enfin vers moi. Ses yeux, habituellement pétillants, étaient remplis d'un mélange de douleur et de dégoût. Lison s'est complètement effondrée, pleurant, criant que tu étais une menteuse, que tu essayais de ruiner sa vie par jalousie. Ta mère était tout aussi mauvaise, te traitant de fille vengeresse et ingrate. Et moi, comme un idiot, je les ai défendus. J'ai dit à la police que ça devait être un énorme malentendu, que tu étais confuse. Je les ai crus. Il a baissé les yeux sur ses mains, les serrant et les desserrant sur ses genoux. Mais quelque chose n'allait pas. Leur façon d'agir, c'était trop frénétique. Trop répété, comme une pièce de théâtre mal apprise. Cette nuit-là, après le départ de la police, Lison a fini par s'endormir après avoir pris un calmant. Moi, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. J'avais ce sentiment horrible au creux de l'estomac, ce sentiment que quelque chose clochait terriblement. Il a fait une pause, et quand il a repris la parole, sa voix n'était plus qu'un murmure. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai pris son téléphone. Je me sens sale rien que d'y penser, mais je devais savoir. Mon sang s'est glacé. Je savais ce qui allait arriver.
Je pensais la connaître, Aliénor, a-t-il dit, la voix brisée. Je pensais qu'elle était juste un peu perdue, un peu irresponsable, mais qu'elle avait un bon fond. Mais ce que j'ai lu dans ces messages avec ta mère, ce n'était pas de l'irresponsabilité. C'était de la cruauté. C'était calculé. Il a sorti son téléphone. Mon souffle s'est coupé. Il avait pris des captures d'écran. Il m'a tendu l'appareil, et j'ai lu l'échange qui a scellé le destin de ma famille. Les messages dataient de la nuit après mon refus de lui donner l'argent. Lisons, elle a dit non. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait vraiment dit non. Le culot. Maman, ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais m'en occuper. Elle a oublié qui commande dans cette famille. Laisse-moi faire. Lisons, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas lui faire de mal, quand même? Maman, bien sûr que non. Juste récupérer ce qui te revient de droit. J'ai toujours le double de ses clés. J'irai ce soir après qu'elle se soit endormie. Où est-ce qu'elle range son portefeuille d'habitude? Lisons, sur la commode dans sa chambre. Facile. Et ses codes sont dans le petit carnet bleu sur son bureau. Elle n'a jamais été très prudente. Ma propre sœur. Non seulement elle n'avait rien fait pour l'en dissuader, mais elle avait été une complice active. Elle avait donné le mode d'emploi. Puis Bastien a fait glisser l'écran vers la capture d'écran suivante. C'est celle qui m'a achevé. Maman, tu es sûre qu'elle ne se défendra pas? Et si elle appelle la police? On risque gros. Lisons, maman, s'il te plaît. C'est Aliénor. Elle va pleurer, être en colère pendant une semaine, peut-être même ne plus nous parler pendant un mois. Et puis elle reviendra, comme toujours. Elle ne se battra pas. Elle ne le fait jamais. Elle ne le fait jamais. Ces 4 mots étaient l'acte d'accusation le plus accablant de toute ma vie. Ils résumaient mon rôle dans notre famille. J'étais la fiable, la bonne poire, celle qui finissait toujours par céder. Elles avaient construit tous leurs plans sur les fondations de ma prétendue faiblesse. J'ai rompu nos fiançailles ce matin, a dit Bastien doucement. J'ai fait mes valises. Je ne peux pas épouser une personne capable de ça. Il m'a transféré les captures d'écran. C'était la pièce finale du puzzle, la preuve irréfutable de la préméditation. Ces mots, elle ne le fait jamais, résonnaient dans ma tête. Ils avaient tout basé sur ma faiblesse supposée. Ils avaient raison sur l'ancienne Aliénor. Mais ils avaient eux-mêmes créé la nouvelle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Plusieurs semaines plus tard, j'étais assise sur un banc en bois dur et inconfortable dans une salle d'audience du palais de justice de Toulouse. La pièce était formelle et intimidante, avec ses hautes boiseries sombres et son plafond voûté qui semblait absorber tous les sons, ne laissant qu'un silence lourd et solennel. L'air sentait le vieux papier, le bois ciré et la peur. Je ne m'étais jamais sentie aussi petite, paradoxalement, aussi puissante de toute ma vie. Maëlle était à ma droite, sa présence un ancrage calme et constant. Mon père était à ma gauche. Il avait pris le premier TGV de Bordeaux ce matin-là, m'annonçant simplement au téléphone la veille, « Je serai là. Tu ne feras pas ça toute seule. » Sa présence silencieuse était un réconfort immense. De l'autre côté de l'allée, dans le box des accusés, étaient assises ma mère et ma sœur. Elles ne ressemblaient en rien aux femmes confiantes et sûres de leur bon droit qui m'avaient harcelée au téléphone des semaines auparavant. Elles avaient l'air complètement brisées, des versions pâles et dégonflées d'elles-mêmes. Ma mère, Josiane, semblait avoir rétréci. Ses vêtements habituellement impeccables étaient légèrement froissés. Elle fixait le banc vide du juge, son visage un masque blême et inexpressif. Toute sa combativité, toute sa justification arrogante s'était évaporée sous la lumière crue et froide de la loi. Lison était encore pire. Son visage était bouffi, ses yeux rouges et gonflés par des jours, voire des semaines, de larmes. Elle n'arrêtait pas de tordre un mouchoir en papier déchiqueté entre ses mains, le réduisant en miettes. Son fiancé était parti. Son filet de sécurité financier, c'est-à-dire moi, s'était transformé en son accusatrice. Toute sa vie, bâtie sur une fondation de manipulation et l'argent des autres,
s'effondrait sous ses yeux. Elle avait l'air perdue, comme une enfant faisant enfin face à une conséquence dont elle ne pouvait pas se sortir en pleurant. Elles ne m'ont pas regardée. Pas une seule fois. C'était peut-être la chose la plus difficile à supporter. Leur incapacité à me faire face. Leur avocat leur avait conseillé de plaider coupable. Les preuves que j'avais fournies, en particulier les SMS de Bastien prouvant la préméditation et le complot, étaient si accablantes qu'un procès aurait été une humiliation longue, coûteuse et absolument perdue d'avance. Plaider coupable était leur seule option, leur seul espoir d'obtenir une peine plus clémente. Le greffier a appelé la cour à l'ordre d'une voix monotone, et une femme à l'allure sévère, la juge, a pris place sur l'estrade. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, un oiseau paniqué dans une cage. La juge a lu le dossier en silence pendant ce qui a semblé une éternité. Puis elle a levé les yeux par-dessus ses lunettes, regardant d'abord ma mère et ma sœur, puis brièvement moi. Son expression était indéchiffrable. L'affaire du ministère public contre Josiane Evans et Lison Evans, a-t-elle commencé, sa voix claire et forte remplissant la salle silencieuse. Les prévenus sont inculpés d'un chef d'accusation d'entrée par effraction dans un domicile et d'un chef d'accusation de fraude financière aggravée par le lien de parenté. Elle a regardé directement ma mère. Josiane Evans, comment plaidez-vous ? Ma mère s'est levée, ses mouvements raides et maladroits. Coupable, votre honneur, a-t-elle murmuré, sa voix tremblante à peine audible. Lison Evans, comment plaidez-vous ? Lison a mis plusieurs secondes à se mettre debout, chancelante. Coupable, a-t-elle étouffé, le mot se dissolvant dans un sanglot qu'elle a tenté de réprimer. Je n'ai ressenti aucune vague de victoire. Aucun sentiment de joie ou de satisfaction. Juste un profond et calme sentiment de finalité. C'était le son de la vérité, nue et brute, enfin prononcée à voix haute dans un lieu où elle ne pouvait être ni niée, ni déformée, ni manipulée. La juge les a regardés avec une expression de profonde déception. J'ai examiné les preuves dans cette affaire, a-t-elle dit, sa voix tranchante de désapprobation. La nature préméditée de ce crime est particulièrement troublante. Vous n'avez pas seulement volé de l'argent. Vous avez exploité une position de confiance et d'amour familial de la manière la plus cynique qui soit. Vous avez violé le domicile de votre fille et sœur, son intimité et sa sécurité. Tout cela parce qu'elle a eu le courage de fixer une limite saine, une chose que vous auriez dû lui apprendre à faire. La sentence a été prononcée sans cérémonie. Pour les deux prévenus, je vous condamne à 3 ans de probation. Vous effectuerez 200 heures de travaux d'intérêt général chacune. Vous êtes condamnés à payer l'entière restitution des 20 000 € à mademoiselle Aliénor Evans dans les 30 jours. Et enfin, a-t-elle ajouté, en les regardant fixement, vous suivrez une thérapie familiale obligatoire, bien que je doute que la famille que vous devez réparer puisse l'être. Le marteau du juge a frappé. C'était fini. Ou du moins, cette partie l'était. La deuxième phase de ma réponse, la phase financière, était sur le point de commencer. Dans les semaines qui ont suivi l'audience, les conséquences des actes de ma mère et de ma sœur ont commencé à se répercuter dans leur vie avec la force implacable d'un effet domino. Le délai de 30 jours pour la restitution des 20 000 € était une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. J'ai appris plus tard, par mon père qui avait gardé contact avec quelques membres neutres de la famille, qu'elles avaient dû se démener. Ma mère a dû vendre des bijoux de famille qu'elle chérissait, des pièces héritées de sa propre mère. Lison a dû supplier d'anciens amis, ravalant sa fierté. Elles ont réussi à rassembler la somme. Le virement est apparu sur mon compte le 29e jour, sans un mot, sans une excuse. Juste une transaction bancaire, une admission de culpabilité silencieuse et légalement mandatée. Le vrai coup, cependant, le coup de grâce financier, est venu de la clause que mon grand-père Auguste avait si sagement mise en place. Dès que j'ai eu la copie certifiée conforme du jugement de condamnation, j'ai pris rendez-vous avec l'avocat spécialisé en droit des successions que mon père m'avait recommandé. Avec la signature de mon père à côté de la mienne sur les documents légaux, nous avons officiellement intenté une action en justice au tribunal civil, demandant l'application de la clause de protection de l'intégrité familiale. Le processus a été froid, rapide et impersonnel. Il n'y avait pas d'appels émotionnels, pas de place pour la négociation. C'était une simple question de droit des contrats, la volonté d'un homme décédé devant être respectée.
Face à une condamnation pénale en bonne et due forme, la défense de ma mère et de ma sœur était inexistante. 60 jours plus tard, j'ai reçu la lettre de l'avocat. La décision du tribunal était tombée. La déchéance était complète. Les parts de Josiane et Lison, qui, après les frais juridiques et les diverses distributions, s'élevaient à 210 000 €, avaient été officiellement et irrévocablement redistribuées à moi, la bénéficiaire lésée. L'argent est apparu sur un nouveau compte d'investissement que j'avais ouvert spécifiquement à cet effet. En regardant le chiffre à l'écran, je n'ai pas ressenti le frisson de la victoire, mais le poids lourd de la justice. Ce n'était pas un gain au loto. C'était une récupération. C'était le coût de leur trahison, calculé au dernier centime. Les retombées ne se sont pas arrêtées là. Ma mère travaillait comme responsable administrative dans un grand cabinet dentaire, un poste de confiance qui exigeait une vérification des antécédents et un casier judiciaire vierge. Sa condamnation pénale pour fraude a rendu sa position intenable. Elle n'a pas été licenciée bruyamment, mais lors d'un entretien, on lui a fortement suggéré de démissionner pour éviter des complications. À 52 ans, avec un casier judiciaire, trouver un nouveau travail dans son domaine était presque impossible. La situation de Lison était tout aussi désastreuse. Les termes de sa probation l'obligeaient à être employée, mais quelle entreprise voudrait embaucher quelqu'un avec une condamnation pour fraude? La honte de ce qu'elle avait fait, combinée à la rupture de ses fiançailles, à la perte de son héritage et à sa ruine financière, l'a plongée dans une profonde dépression. Vous imaginez leur situation? C'est incroyable de voir à quelle vitesse tout peut s'effondrer quand on bâtit sa vie sur les autres. Restez avec moi pour voir comment ils ont tenté une dernière fois de me manipuler, à travers quelqu'un d'autre. Environ un mois après le transfert des fonds de l'héritage, mon téléphone a sonné. C'était mon oncle Hervé, le frère de ma mère. J'ai failli ne pas répondre, mais une curiosité morbide m'a poussé à le faire. « Aliénor », a-t-il dit, sa voix lourde d'un ton faussement conciliant. « Je viens de parler à ta mère. Elle passe un très, très mauvais moment. Elle est au plus bas. » J'ai attendu, ne disant rien. « Elle a perdu son travail », a-t-il continué, comme si j'étais censée être surprise. « Lison ne trouve rien, elle est en dépression. Elles ont vraiment du mal, ma chérie. » Je me disais que, maintenant que les choses se sont un peu calmées, peut-être que tu pourrais trouver dans ton cœur de les aider un peu. Juste le temps qu'elles se remettent sur pied. Avec cet argent de l'héritage, après tout, c'était le leur à l'origine. Une fureur froide, si pure et si vive qu'elle ressemblait à de la glace dans mes veines, est montée en moi. Ils me demandaient d'utiliser l'argent même qu'elles avaient perdu à cause de leur crime contre moi pour les sauver des conséquences de ce crime. L'audace, le culot de cette demande m'a littéralement coupé le souffle. Mais cette fois, je n'ai pas ressenti de colère explosive. Juste un calme glacial. Ma réponse allait mettre un point final à cette histoire, pour toujours. J'ai laissé le silence s'étirer à l'autre bout du fil, une tactique que j'avais apprise pour mettre les gens mal à l'aise. Mon oncle Hervé, habitué à ce que je sois polie et accommodante, a fini par craquer. « Aliénor, tu es toujours là ? » ?»« Oui, je suis là, » ai-je dit, et ma voix était d'un calme déconcertant, même pour moi. C'était la voix d'une autre femme, une femme que je ne connaissais pas avant mais que j'apprenais à respecter. « Elles ont des difficultés, as-tu dit ? » ?»« Oui, terriblement, » a-t-il répondu, le soulagement inondant sa voix, pensant stupidement qu'il m'avait atteinte, que la bonne vieille Aliénor était de retour. Moi aussi, j'en avais, ai-je dit doucement, mais chaque mot était chargé de tout le poids des années passées. Pendant des années. Chaque fois que je devais vider mes économies pour réparer un gâchis qu'elles avaient créé, chaque fois que je devais mettre mes propres rêves en attente, chaque fois que j'angoissais à la fin du mois, j'avais des difficultés. Où étais-tu, oncle Hervé ? Où étiez-vous tous quand je luttais en silence ? Il est resté silencieux, pris au piège. La seule différence, ai-je continué, ma voix toujours aussi calme, c'est que quand elles ont des difficultés, c'est une crise familiale qui nécessite l'intervention de tous. Quand j'en avais, c'était juste mon devoir. C'était normal. C'est terminé. Dis-leur de ne plus jamais essayer de me contacter. Et pour toi, s'il te plaît, ne m'appelle plus jamais à ce sujet. Et j'ai mis fin à l'appel, avant qu'il ne puisse formuler une réponse. Immédiatement après, j'ai ouvert ma liste de contacts.
J'ai trouvé le nom de ma mère, maman. J'ai longuement regardé ce mot. Puis, avec une résolution ferme, je l'ai effacé et j'ai appuyé sur « Bloquer ce contact ». J'ai fait de même pour Lison. Puis pour l'oncle Hervé et la tante Geneviève. Un par un, j'ai coupé les liens toxiques. Le silence qui a suivi n'était pas solitaire. Il n'était pas vide. C'était la paix propre, calme et expansive d'un espace qui avait enfin été débarrassé de sa toxicité. C'était un silence pour lequel je m'étais battue. C'était un silence que j'avais mérité. 6 mois plus tard, je me tenais au sommet du pic du Midi de Bigorre, dans mes chères Pyrénées. L'air était vif et pur. L'immensité des montagnes et des vallées enneigées s'étendait devant moi, un témoignage à couper le souffle du temps, de la pression et de l'érosion. C'était beau, immense, et cela rendait mes propres problèmes passés tout petits, insignifiants. C'étaient les premières vraies vacances que je prenais de ma vie. Un voyage en solo, payé avec l'argent que j'avais gagné et économisé depuis l'affaire. Ma vie était calme maintenant. Ordonnée. L'héritage restait intact sur un compte d'investissement à long terme. Je ne le voyais pas vraiment comme mon argent. Je le voyais comme un extincteur accroché au mur. Un outil de dernier recours, le symbole d'un incendie auquel j'avais survécu. Ma vraie richesse était dans mon salaire, dans le rythme stable et rassurant de ma vie. J'avais commencé à voir un thérapeute, un homme sage qui m'a aidé à mettre des mots sur ce que j'avais vécu, l'emprise, la parentification, l'abus financier. Il m'a aidé à comprendre que la culpabilité que je ressentais parfois était une réponse conditionnée, un membre fantôme du rôle que j'avais été forcé de jouer pendant si longtemps. Mon amitié avec Maëlle s'était approfondie. Elle était devenue ma famille choisie. Un après-midi d'automne, alors que nous étions assises au sommet d'une colline surplombant les couleurs dorées de la forêt près de Toulouse, elle m'a regardée. « Tu sais, a-t-elle dit pensivement, tu n'as pas détruit ta famille, Aliénor. » Je l'ai regardée, surprise. « Tu les as empêchés de te détruire, a-t-elle terminé. » Ces mots ont atterri avec la force simple et indéniable de la vérité. C'était ça. C'était tout. Je n'avais pas été l'agent de la destruction. J'avais été l'agent de la cessation. J'avais simplement mis un terme aux dégâts qui étaient déjà en train d'être faits. Cette phrase est devenue mon mantra. J'ai appris que poser des limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte d'amour-propre, un acte de survie. C'est la leçon la plus importante de ma vie. Et vous? Avez-vous déjà dû faire un choix aussi difficile pour vous protéger, même contre votre propre famille? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre qui traverse la même chose en ce moment. Merci de m'avoir écouté.